Bonjour à tous. Alors, on va démarrer. Bonjour à toutes et tous. Je me permets une petite introduction technique. Vos micros sont coupés et le resteront durant tout le webinaire. Nous vous invitons également à maintenir vos caméras éteintes afin d'économiser la bande passante et de garder une bonne qualité d'image et de son. À la fin de ce webinaire, nous vous communiquerons par mail le diaporama, toutes les informations pratiques évoquées lors de ce webinaire et le contact mail des deux intervenantes si vous avez des questions à leur poser. Ce webinaire est un format court, il n'y aura donc pas de temps dédié aux échanges. La Maison associative de la santé est vraiment ravie de vous accueillir pour ce premier webinaire Ma demi-heure santé, qui a pour thème alcool et isolement, des conseils pour prendre soin de soi. La Maison associative de la santé est une union de plus de 60 associations de santé couvrant un large spectre de maladies et de handicaps. Notre rôle est de soutenir et d'accompagner nos associations dans leur quotidien et le développement de tous leurs projets et de susciter leur mise en lien, notamment au travers de collectifs. Nous menons par ailleurs des projets de santé publique, comme ce webinaire, ou notre programme d'éducation thérapeutique Vivre bien avec une maladie chronique, par exemple, au sein desquels nous avons toujours à cœur d'associer nos associations et nos usagers. Alors, nous avons choisi ce premier thème car nous avons été interpellés par le désarroi de nos associations qui ont perdu le lien avec leurs adhérents durant ces 2 confinements, notamment en raison de la fermeture de la plupart des lieux d'échange et de rencontres. Et en particulier par le désarroi des associations œuvrant pour les personnes alcoolodépendantes. En effet, celles-ci nous ont fait part d'une situation sanitaire vraiment dégradée et des adhérents se retrouvant seuls sans leur relais habituel. Donc, à l'approche des fêtes, il nous a semblé intéressant et nécessaire de traiter ce sujet en essayant d'apporter quelques solutions. Donc, pour ce premier webinaire, nous avons l'honneur de recevoir Valérie Ruellan, présidente des Amis de la Santé d'Ille-et-Vilaine, ici présente, et le docteur Laurence Lauvin, médecin addictologue à la Polyclinique Saint-Laurent. Bonjour. Donc, pour introduire ce... Bonjour mesdames, d'abord. Pour introduire ce webinaire, nous vous proposerons désormais un rituel, puisque nous espérons que ce premier webinaire est le premier d'une longue série. Donc, nous proposerons désormais un rituel de petites questions de démarrage visant à vous interpeller sur le sujet traité. Vos réponses, j'en suis sûre, ne manqueront pas d'interpeller nos deux invités. Donc, vous allez voir à l'écran s'afficher la première question. Vous pouvez répondre très simplement en cliquant sur votre écran et les réponses s'afficheront directement suite à vos réponses. Donc, en moyenne, chaque année, 21 000 décès sont liés à l'alcool en France. Est-ce vrai ou est-ce faux? Je vous laisse quelques secondes pour prendre le temps de répondre. Alors, les réponses bougent encore. Je vous laisse encore un peu de temps. Donc, ça a l'air de s'être stabilisé. Non, pas tout à fait. OK. Alors, vous avez répondu en grande majorité que c'était vrai, que 21 000 décès étaient liés à l'alcool en France chaque année. Eh bien, c'est faux. Et c'est faux. Et là, c'est quasiment le double, en fait. Ce sont 41 000 décès chaque année qui sont liés à l'alcool en France. Ce qui fait de l'alcool, en fait, la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac. On va pouvoir lancer le second sondage. Les consommateurs d'alcool ont considérablement augmenté leur consommation pendant la première période de confinement, selon une enquête de Santé publique France. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Les réponses ont l'air de s'être stabilisées. Donc, vous avez répondu en grande majorité que c'était vrai, que la consommation avait donc considérablement augmenté pendant les périodes de confinement. Eh bien, la réponse est extrêmement compliquée, en fait, puisque, alors, en fonction, nous, on a fait le choix là, de prendre les réponses de l'enquête de Santé publique France qui nous semblait légitime. En fonction des enquêtes, on a des réponses qui peuvent être très différentes. Mais si on prend les résultats de l'enquête de Santé publique France, on a en réalité 24% des répondants qui considèrent que leur consommation a diminué, 65% des répondants qui considèrent que leur consommation est restée stable et 11% qui déclarent que leur consommation a augmenté. Alors, sur cette dernière question, j'ai tout de suite envie d'interpeller le docteur Laurence Lauvin. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces 11% qui ont déclaré avoir augmenté leur consommation d'alcool? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il faut bien se rendre compte que c'est du déclaratif, donc ce n'est pas effectivement un pourcentage forcément très, très précis, mais c'est une tendance et je pense qu'on peut analyser ça de la façon suivante. Finalement, pour les consommateurs réguliers, ça n'a pas changé grand-chose, mais ils restent dans des consommations normales, entre guillemets. C'est-à-dire 65% de la population. Les 11% qui ont augmenté leur usage d'alcool, c'est probablement des personnes qui sont dépendantes de l'alcool, psychologiquement, voire physiquement. Ce sont des personnes à qui il faut de l'alcool de toute façon. Et cette notion d'isolement a finalement été assez traumatique et a fait que les personnes un peu sensibles ont augmenté un petit peu leur consommation par besoin psychique, parce que tension, angoisse, angoisse de l'isolement d'une part, et puis de la maladie aussi. Donc, ces personnes, ce qui représente à peu près ce qu'on voit dans la population générale, hein, pourcentage de dépendance, c'est environ 15%. Donc, on est dans des chiffres qui illustrent bien la gravité et l'aggravation aussi pendant cette période des signes de dépendance psychologique et physique. Merci, docteur Lauvin. Valérie Vélan, présidente des Amis de la Santé, est-ce que vous pouvez nous parler de l'aspect, la dimension du lien social et de la coupure finalement de lien social qui a peut-être été à la cause aussi de cette augmentation de la consommation? C'est peut-être la notion la plus importante, cette rupture de lien social. L'association, par définition, souhaite recréer ce lien social qui a été coupé par le produit. Et effectivement, du fait de la fermeture pour raisons sanitaires de la maison associative de la santé, on n'a pas pu se retrouver comme on le fait. Et donc, on a heureusement compensé avec des visioconférences sur Skype, mais ça ne sera jamais la même chose. Et c'est vrai que ça a été très compliqué. Dans le premier confinement, ça a été compliqué aussi pour les gens qui ont dû travailler dans des conditions compliquées, sans connaître la maladie, sans connaître les précautions à prendre. Donc, il y avait beaucoup d'anxiété chez les travailleurs et aussi beaucoup d'anxiété et un certain côté dépressif pour les gens qui se sont retrouvés vraiment très, très seuls. Mmh. Je parlerai aussi d'un sujet qui m'importe beaucoup, ce sont les violences intrafamiliales qui ont augmenté et qui nous ont beaucoup souciés aussi pendant ces 2 périodes-là, et dont on a dû prendre compte. Vous avez évoqué, Valérie, quand on a travaillé ce webinaire ensemble, la question de la solitude choisie et de la solitude subie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est aussi peut-être un indice pour tout à l'heure. C'est vrai que on travaille beaucoup, nous, sur le fait qu'il y a une solitude agréable
qui nous permet de nous poser, on parle de méditation, enfin on parle de différentes choses qui peuvent nous permettre de nous retrouver après l'arrêt de l'alcool pour effectivement mieux se retrouver, savoir qui on est. Jusque-là, ça a été quand même une solitude subie. Et donc forcément, c'est toujours beaucoup plus difficile à vivre. Donc on a essayé de donner des conseils, mais et de suivre les gens par Skype, par téléphone, pour justement rompre un petit peu cette solitude qui a été très difficilement vécue. Mmh. Avec un impact fort sur l'état psychique des personnes. Ouais. Oui. Oui, ça a été très, très compliqué comme période. Et donc, on essaye de garder un lien, mais de toute façon, ce lien a été d'une certaine façon coupé parce qu'on ne peut plus se rencontrer. Et ça, c'est très, très compliqué pour nous. Mmh. Je rajouterais pour ce qui est de la portion de patients qui ont, enfin de personnes, pardon, des formations professionnelles, de personnes qui ont réduit leur consommation. Je pense que c'est lié à la réduction de l'offre d'alcool dans la fermeture des bars, des cafés, des discothèques. C'est comparable, si vous voulez, à une sorte de prohibition. Donc, les personnes qui bon, sans être malade, mais utiliser beaucoup ces lieux comme aussi des lieux de rencontre, bon, se sont abstenus de ces rencontres sans forcément voilà, être dépendants. Donc, ils n'ont pas eu les mêmes problèmes de recours à visée psychotrope. Et par contre, pour les personnes qui n'ont pas d'activité, elles ont ressenti beaucoup d'ennui, justement un manque d'activité. 1 heure de sortie, c'est très, très peu dans la journée. Donc, on avait trop de temps finalement pour gamberger et c'est mauvais, surtout dans les premiers temps de l'abstinence où on a besoin, au contraire, on parle de changement, de se trouver des activités ludiques. Et évidemment, si on rompt ce lien, on ne peut plus avoir ces activités-là. Et on se retrouve vraiment tout seul face à ces angoisses, face à ces questionnements. Et là, ça devient complexe. Mmh. Est-ce que vous pouvez… Alors, Valérie, vous nous avez déjà un petit peu expliqué que pendant le confinement, vous avez réussi tant bien que mal à maintenir le lien via les outils numériques. Docteur Laurence Levin, j'ai envie de vous poser la même question. En fait, pendant le confinement, comment avez-vous travaillé? Alors, de 2 façons, beaucoup par le téléphone, avec des appels vraiment quotidiens aux patients de la part des équipes et des médecins. Et puis également un peu par webcam, comme on utilise actuellement aujourd'hui, ce média. Bon, les patients les plus jeunes l'utilisent très facilement. Un peu plus de résistance chez les personnes âgées ou chez les personnes très sensitives, comme on dit, qui ont un petit peu de mal à se voir dans un écran d'ordinateur. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué. J'avais un patient qui se cachait derrière l'ordinateur parce qu'il avait un petit peu peur du regard des autres, finalement, mais ça, c'est très, très fréquent. Mais actuellement, les services accueille vraiment, il faut bien le dire, sans restriction, moyennant la pratique d'un test avant l'hospitalisation. À l'unité de Saint-Laurent, on accueille comme d'habitude. On n'a pas eu d'arrêt de la prise en charge, contrairement à ce phénomène de stop and go qu'on a eu au départ. D'accord. Voilà. Et docteur Levin, si vous souhaitez garder la parole, je voulais venir sur un dernier élément qui est sur la question de l'isolement et des rechutes, de l'augmentation de la consommation, des rechutes potentielles ont eu aussi des conséquences dont on parle moins, qui sont des conséquences sur la vie, la vie sociale, on en a un peu parlé, mais aussi des conséquences économiques sur les personnes et sur les foyers. Vous avez pu constater ça? Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Bien sûr, on a eu beaucoup de personnes qui, effectivement, ont des difficultés financières, ont dû être mis au chômage partiellement ou totalement. Et donc, je pense qu'il faut rester très attentif à tout ce qui va être effectivement un retentissement secondaire un petit peu. Et il faut vraiment porter l'accent sur le suivi de ces personnes parce qu'elles risquent de nouveau d'affronter de très, très graves dilemmes, de très graves risque de désinsertion. Et donc, c'est vraiment de façon pluridisciplinaire, il faut continuer à accompagner ça. Et c'est Donc, vrai un que point de vigilance accrue. Vigilance, nous suivi. n'avons pas pu, par exemple, faire de visites hospitalières lors du premier confinement notamment. Donc, c'est clair que c'est retarder l'arrivée et l'aide, l'accompagnement de nouveaux abstinents. Et donc, pendant ce temps-là, ils sont en difficulté car seuls. Et il faut bien répéter que les services de soins restent ouverts et que nous sommes à leur disposition. Merci, merci à toutes les deux. Alors effectivement, Valérie, ce que vous venez d'évoquer, on va l'évoquer tout de suite dans la deuxième partie, puisqu'on va essayer maintenant, après ces constats que je vais rappeler tout de suite, qui sont que ce sont les personnes alcoolodépendantes qui ont le plus souffert finalement de ce confinement, puisque c'est elles qui ont augmenté leur consommation d'alcool. Un isolement un confinement qui a aussi causé un isolement délétère pour ces personnes, avec un impact négatif sur l'état psychique, et puis et à rebours aussi un impact négatif sur la situation économique de ces personnes. Donc, pour refaire le lien avec ce que vous évoquiez, Valérie, effectivement, on va essayer maintenant de proposer des pistes de réflexion, enfin de solutions, ou à minima de réflexion sur les possibles solutions à mettre en œuvre. Donc, Valérie, je vais revenir vers vous. Je pense que vous allez nous parler de la question du maintien du lien. Oui, c'est vrai que j'en parle beaucoup de ce lien parce que pour moi, il est fondamental. Je viens d'apprendre une bonne nouvelle, c'est que la Maison associative de la santé pourrait rouvrir ses portes début janvier, si les conditions sanitaires le permettent. Donc moi, de toute façon, ce qui m'importe, c'est de revoir les amis. Mais en attendant, on va continuer nos groupes tous les mercredis soirs, nos groupes donc de parole sur Skype. Le mardi soir à 20h également, on a le groupe Entourage, qu'il ne faut surtout pas oublier dans ce contexte. Et le samedi après-midi à 17h, des réunions plus informelles où on peut échanger justement sur toutes les questions qu'on peut se poser dans une période qui nous a paru très anxiogène. Et donc, on va essayer de garder le plus de liens possible. On a on a la possibilité maintenant de se voir dans la journée, donc on va en profiter aussi pour essayer de se rencontrer avec nos doudounes à l'extérieur et pour pouvoir échanger de vive voix. Les structures de soins, bien sûr, sont aussi là pour accueillir les personnes. Alors, on peut citer l'Exapa. Est-ce qu'il y a d'autres structures que vous souhaitez, dont vous souhaitez parler? On avait évoqué le fait pour certains, surtout en cette période de fête qui est compliquée émotionnellement, qui se rajoute encore de l'émotion à l'anxiété qu'on a pu ressentir pendant ce confinement. Donc, une des solutions, c'est aussi peut-être de se mettre à l'abri. Certains le font. Et donc, il y a les structures hospitalières comme le CHGR, le CHU, mais je vais laisser le docteur Lauvin compléter, qui permettent justement cette mise à l'abri si vraiment on se sent en difficulté, par exemple. Donc, je rajoute effectivement les cliniques. Les cliniques à Saint-Laurent, donc on a une unité fonctionnelle d'alcoolologie. Il y a également des cliniques comme l'Espérance ou la clinique du Moulin qui ont des programmes un peu spécifiques sur les soins addictologiques. Et puis également les centres médico-psychologiques et les centres
dit de post-cure, des structures spécialisées en addictologie qui permettent de vraiment faire un travail de réflexion sur le pourquoi l'alcool et comment vivre hors alcool. Et Voilà, je alors, rajouterais, pardon, je rajouterais que sur le site as35.fr ou sur la documentation d'une manière générale des associations d'entraide, il y a des numéros de téléphone. Et c'est pas pour faire joli, hein. On est vraiment là, surtout moi qui en ce moment ressens un sentiment d'inutilité. Je vous assure que vous pouvez nous appeler, nous sommes bénévoles et nous sommes à votre disposition. Donc n'hésitez pas, vous ne dérangez pas. Si on ne vous répond pas, c'est qu'on ne peut pas. Si on vous répond, c'est qu'on a très envie de le faire et qu'on est disponible pour vous. Donc vraiment, j'y tiens parce que on peut avoir un moment de moins bien, de désarroi, et le fait de parler 5-10 minutes, ce qu'on appelle des envies, des flashs ou du craving, ça permet de passer ces moments compliqués. Et il y a des gens pour vous accompagner, il y a des gens qui sont là pour ça. Tout à fait. Hein, il faut gommer la notion de culpabilité, il faut effectivement accéder à ce dialogue avec des personnes qui en plus ont connu effectivement la dépendance, savent maîtriser un petit peu leur fonctionnement émotif. Enfin, donc les associations sont vraiment des acteurs aussi, en plus d'une disponibilité sensationnelle. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter, effectivement, comme vous dites, voilà, à consulter les listes. Elles sont partout, hein, les listes des mouvements népalistes. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui peut, je dirais, sauver des vies. Donc, ne pas s'en priver, ne pas avoir de scrupules à appeler toutes nos structures. Oui, je vous remercie vraiment pour ce rappel essentiel parce qu'effectivement, le premier conseil qu'on peut donner, c'est de contacter les associations ou aller voir les centres de soins. C'est certainement la priorité. Et j'ajouterais à tous les dispositifs qu'on a déjà évoqués, les ressources aussi documentaires et les ressources en ligne. Donc à Rennes, ici, nous avons, à la Maison associative de la santé, nous avons conçu une plaquette qui s'appelle « Alcool et autres produits psychoactifs, où trouver de l'aide à Rennes », qui est vraiment extrêmement complète et exhaustive sur toutes les solutions que vous pouvez trouver sur la métropole rennaise. Et vous pouvez trouver également beaucoup d'informations sur le site alcoolinfoservice.fr. Suite au webinaire, comme je le disais en introduction, nous vous communiquerons toutes ces données et toutes ces ressources documentaires par mail pour les personnes qui nous ont laissé leur adresse mail à l'inscription. Alors, au-delà des associations et des centres de soins, il y a également quelques solutions qu'on peut évoquer. Alors, docteur Lauvin, je me tourne vers vous sur la question de la consommation d'alcool à l'approche des fêtes. Quelle réflexion on peut avoir, nous tous, là-dessus, sur notre consommation? Eh bien, effectivement, on peut se poser la question combien de temps je peux passer sans alcool? Combien de jours je peux arrêter l'alcool sans que ça pose du tout de problème? Est-ce que les personnes autour de moi ont déjà, ma foi, remarqué une consommation un petit peu excessive et vous l'ont signifié? Est-ce qu'on utilise l'alcool un peu comme un médicament? Ça, c'est une question très importante. Est-ce qu'il y a des rituels qu'on peut éventuellement changer? Est-ce qu'on peut gérer sa consommation? C'est une question qui est vraiment très fréquente. Beaucoup de personnes souhaiteraient pouvoir boire modérément. Alors, la plupart le peuvent, mais certaines non. C'est le principe de la dépendance. Et ce questionnement, il est très important et il peut être aidé aussi par les acteurs des soins ambulatoires. Hein. Dans les APA, il y a effectivement possibilité de faire un peu un diagnostic de sa consommation d'alcool. Et j'ai envie de rajouter, c'est bien de se questionner
tout le temps, en fait. C'est-à-dire que on n'est pas obligé d'attendre d'être dépendant pour se poser des questions. bien sûr. C'est bien de s'interroger Mm. sur, effectivement, sans se culpabiliser, hein. C'est pas pour stigmatiser, mais c'est effectivement pour faire le point, parce que ce n'est pas un produit anodin. Mm. Donc, c'est bien aussi de se questionner régulièrement sur pourquoi, dans quel but. Est-ce Mm. que ça reste festif ou est-ce que je l'utilise parce que je suis anxieuse et que j'ai besoin d'un médicament, un faux médicament pour m'aider à dormir, pour me calmer? Mm. Là, on peut être Mm. dans la une problématique, mais il y a aussi le côté festif et je pense que c'est intéressant de se poser ces questions-là régulièrement. Oui, et d'ailleurs, on peut aussi trouver des ressources et de l'aide en ligne. Voilà, il y a je pense que sur le site Alcool Info Service, on peut trouver ce type d'outils où on peut renseigner sa consommation d'alcool estimée et puis voir un petit peu où on en est avec l'alcool. Il ne faut pas hésiter à utiliser ce type d'outil en général qui est facilement accessible. Des forums Ouais, de ouais, personnes qui sont très intéressants, oui. Et il y a le village des ouais. addictions sur le site Alcool Info Service. Bref, c'est assez ludique et c'est très intéressant. Je Ouais, ouais. pense à Addicted. Il y a Addicted. également des forums alcool et addiction, différents forums. Dans un autre sujet, il y a le forum Je ne fume plus, où on trouve du soutien aussi et des gens qui sont spécialisés pour des réponses en ligne. Donc, des fois, on n'ose pas forcément, dans un premier temps, aller vers les soignants ou même vers du concret au niveau associatif. Donc, le forum peut être une solution également. Tout à fait. Et à l'approche, on approche des fêtes, qui est une période, pas forcément évidente et qui l'est encore moins pour des personnes alcoolodépendantes ou en sevrage, abstinentes. Comment on aborde on aborde ces fêtes? Comment on les anticipe? Et puis après, j'aurais une question. Alors ça, c'est peut-être une question pour le docteur Levin, puis j'aurais une question aussi pour Valérie. Comment aussi on se coupe, comment on prend soin de soi, comment on se préserve et on se coupe des informations un petit peu stressantes en ce moment? Tu veux commencer, Laurence? Non, tu peux. Vas-y. Alors, moi, oui, je souris parce que je viens de regarder les 3 films de Sissi Impératrice. Donc, c'est mon côté cucula praline. Après, plutôt que de se mettre sur les chaînes d'infos continues pour avoir des renseignements contradictoires, anxiogènes, je crois qu'il y a les films aussi sur Noël en ce moment, donc on sait dès le début que ça va bien finir. Et pourquoi ne pas se faire des petits plaisirs comme ça? Faut pas aller chercher du compliqué dans ces temps-là. On est sur des émotions très fortes pendant une période qui va sembler très longue, mais enfin qui n'est pas si longue que ça finalement. Donc pendant ces moments où il y a des émotions très positives ou très négatives, mais en tout cas très fortes, il faut savoir couper la télé ou en tout cas couper les informations. Et moi, j'en regarde plus de drames en ce moment. Et je vous dis, il faut assumer ces côtés-là. Et comme aussi, on ne peut pas faire de projet à long terme, et ça, c'est très anxiogène à mon avis, puisque on n'a pas... On parle déjà de 3e vague, enfin bon. Eh ben, on fait des projets à court et moyen terme. On peut se faire plaisir sur du moyen terme et faire des petits repas dans les règles des consignes sanitaires. Il y a plein de petits plaisirs et je crois qu'on cherche le bonheur, mais sans savoir exactement ce que c'est. Par contre, les petits plaisirs, ça, on peut les trouver facilement. Tout à fait. Je suis complètement d'accord. C'est vrai que c'est en partie le travail thérapeutique. Finalement, c'est assez cool comme programme. Essayer de trouver des plaisirs dans la vie, essayer de reprendre le contact avec ce qui peut être simple, reconnaître que l'on peut s'amuser sans alcool, que l'on peut éprouver des sensations physiques agréables sans effectivement se mettre dans un état second et sans consommer de l'alcool pour se sentir bien. Et
retrouver des envies, tout simplement, oui, des envies. Pour ne pas hésiter à prendre la parole, ça je crois que c'est aussi un point important, hein, un vieux dicton qui dit tout ce qui n'est pas dit est consommé et bu, mais c'est vrai qu'il y a cette redécouverte de ces ressources. Ça, c'est un point très important dans notre travail d'accompagnement. Tout ce qui est tu et bu. Oui, donc ça. Ça, c'est du slogan, madame. Ben, écoutez, je vous remercie. On arrive déjà à la fin de notre webinaire. Alors, je vais essayer de synthétiser ce qu'on vient de se dire. Donc là, dans cette période de confinement, reconfinement, déconfinement et à l'approche des fêtes, surtout ne pas hésiter à se faire accompagner. Donc, se rapprocher soit des associations, soit des centres de soins. Pour tout le monde, avoir une réflexion dédramatisée sur sa consommation d'alcool et ne pas aller hésiter à chercher les ressources en ligne. Il y en a beaucoup et qui sont très bien faites. Penser sur du court terme et du moyen terme en se faisant plaisir, en choisissant des plaisirs simples et voilà, en essayant de se donner de la joie. Et puis, moi, je retiendrai aussi ce que vous avez dit, docteur Levain, retrouver des envies, reprendre la parole et quelque part aussi reprendre le pouvoir sur soi. Et voilà, moi, je trouve très beau finalement de finir ce webinaire sur ces paroles extrêmement sages et positives. Merci. Je vous remercie infiniment, docteur Levain et Valérie Ruellan, d'avoir participé à ce premier webinaire. C'était un test pour nous. Voilà, j'espère que de l'autre côté de votre écran, vous avez aussi apprécié ces échanges. Comme évoqué en introduction, nous allons donc vous transmettre toutes les informations qui ont été évoquées pendant ce webinaire et même plus encore par mail. Et vous pourrez également retrouver le replay, l'enregistrement de ce webinaire dans quelques jours. Un envoi vous sera fait. Un grand merci à toutes et tous. Oui, Valérie ? Je voulais juste dire, si vous êtes joueur, il y a le défi de janvier qui va commencer. Donc, vous pouvez vous renseigner sur le site du défi de janvier. Et c'est un jeu, c'est est-ce que je peux ne pas consommer pendant le mois de janvier? C'est un jeu. Ouais. Ça fera partie des bonnes résolutions Très intéressant. pour 2021. Merci Valérie. Merci à vous. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, vraiment avec le cœur. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir, bonne fête à tous.